Radio J. Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bonjour Marc Semo. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste spécialiste des questions internationales. Vous avez longtemps écrit pour Libération, puis pour Le Monde. Vous êtes aujourd'hui éditorialiste pour Challenge et collaborateur à France Culture. Et on a le plaisir de vous recevoir à l'occasion de la parution d'un livre intitulé « La géopolitique, comprendre le monde de demain » chez Talandier, dans la fameuse collection en 100 questions. Un ouvrage didactique qui ravira aussi bien les observateurs que les étudiants. On y croise les grands auteurs de la discipline, les enjeux que celle-ci met en avant pour comprendre le monde. Marc Semo, d'abord, quand est-ce que vous êtes tombé dans le bain de la géopolitique ? Depuis très longtemps, parce que j'ai toujours fait, en tant que journaliste, je me suis toujours occupé des questions internationales. Donc, bon, la géopolitique en fait partie, donc on se confrontait, alors à l'époque ça faisait très exotique, parce que c'était quand même assez peu grand public, à ces notions de base de la géopolitique, de ce que c'était le Hersland, le Rimland, l'espace vital, enfin tout ce qui était ces grands concepts de la géopolitique, qui ensuite, après la Seconde Guerre mondiale et l'usage qu'en avaient fait les nazis pour justifier, y compris la Shoah. Même si vous relativisez le rôle d'Auschwitz. On y reviendra après. Mais ça sentait le soufre. Alors le seul qui en parlait, c'était Yves Lacoste, qui est un géographe et qui avait fait ce livre au titre extrêmement provocateur, « La géographie, ça sert à faire la guerre ». Et donc, moi, j'étais étudiant en histoire et géographie, d'ailleurs, à Nanterre. Et donc, voilà, donc on baignait là-dedans. Et c'est à partir de là que la notion de géopolitique était dans un coin de ma tête. Mais en même temps, on en parlait assez peu. Et puis, ce qui est fascinant, c'est à quel point cette notion a pris de plus en plus de place dans le débat public français. Aujourd'hui, on peut dire que la France est peut-être le pays où on parle le plus de géopolitique. Aujourd'hui, moi, ce que quand j'étais étudiant, on appelait la géographie humaine. Oui, ça n'existe plus. Vous ne ferez pas géographie humaine du Mexique en titre. Vous ferez géopolitique du Mexique ou géopolitique des enjeux du Mexique. Et tout est vraiment géopolitique quand on parle de géopolitique du vin, du tourisme, du sport, des drogues. Et de la pizza, mais absolument. Mais donc au-delà de l'abus de langage, au-delà du mot valise, ça correspond quand même aussi à quelque chose de très profond dans la société. C'est qu'on s'est aperçu, on est dans un monde où on revient au rapport de force, où la notion de puissance revient sur le devant de la scène. Donc à la base de la notion de puissance des États, il y a les territoires, et donc, implicitement, explicitement, la géopolitique. Avec la célèbre phrase, qui est celle de Napoléon, reprise de Gaulle, toute puissance a la politique de sa géographie, ou même, il y a même une phrase encore plus belle, qui est celle d'Élisée Reclus, qui résume très bien les choses, qui dit, voilà, la géographie, c'est de l'histoire dans l'espace, et l'histoire, c'est de la géographie dans le temps. Alors lui, c'était un des premiers, d'ailleurs, géopoliticiens, un des premiers géographes français, alors qu'il a été magnifique écrivain, d'ailleurs, comme Michelet, sur le pendant strictement historique, donc on a un peu oublié. En plus, il était anarchiste, donc ça s'est assez mal vu à l'époque à l'université au XIXe siècle. Mais voilà, mais ces notions étaient là, on les avait beaucoup oubliées, et elles ont ressurgi. Comment est-ce que vous avez établi la liste de ces 100 questions ? Disons, c'était le plus, comme disait mon éditrice Nathalie Richet au Talandier, c'est le plus dur de faire les 100 questions. Donc voilà, en y pensant sans arrêt, c'était une prise de tête. Alors c'était pas devant une page blanche parce que c'est paralysant, mais j'y pensais sans arrêt. Voilà, donc il y avait des choses qui allaient de soi, les notions de base, ensuite les notions de base de ce que c'est la puissance, etc. Et ensuite les grands problèmes du monde qui vient. Voilà, donc c'était finalement assez logique, mais c'est vrai que j'y pensais sans cesse. Est-ce qu'il y a une question, par exemple, qui aurait pu être dans le livre et que vous avez écartée dans les derniers moments ? J'ai pas le souvenir, parce que 100 questions, c'est beaucoup. C'est beaucoup, donc globalement, à peu près tout ce à quoi... non, ce que j'aurais peut-être fait plus, mais même si j'en parle à la fin, c'est les choses autour de l'intelligence artificielle. On parlera des nouvelles technologies tout à l'heure, quand on reparlera de la puissance. Le retour de la guerre de haute intensité en Europe, les guerres au Moyen-Orient, la rivalité à fleur et moucheté entre les États-Unis et la Chine occupe les médias, vous le disiez, et préoccupe également de plus en plus les opinions publiques. On suit notamment les ambitions de Donald Trump de retour à la Maison-Blanche, l'American First, qui se considère désormais, de Trump, donc qui se considère désormais comme missionné par Dieu pour mener à bien donc les affaires des États-Unis, pourrait désormais prendre des reliefs néo-impérialistes, comme le semble indiquer ses premiers discours de président. Mais absolument. Ce qui est fascinant dans les discours de Donald Trump, alors déjà même avant de s'installer dans le bureau ovale, quand il met sur la table la question du Groenland, de Panama, accessoirement celle du Canada, on est quasiment dans un cas d'épure de la géopolitique,
Parce que justement, la géopolitique naît en Allemagne, avec un certain Friedrich Ratzel au milieu du 19e siècle, mais c'est cette idée qu'un État, c'est un être vivant qui a un territoire, donc plus il est vivant, plus il est vif, plus il est vaillant, plus il est malin, plus son territoire s'étend, et puis le contraire. Donc il y avait cette vision très organiciste, mais c'était terrien. Et à la même époque... Les Britanniques. L'école britannique. Il y a l'école britannique, mais surtout américaine. C'était Alfred Mahon qui dit non, la vraie puissance, le vrai contrôle du monde, c'est les mers. Alors les mers, c'est pas la mer ouverte, la haute mer, parce que personne, on n'y trace pas de frontières. En revanche, ce sont les baies, les isthmes, les canaux qui sont des points d'appui fondamentaux et qui permettent de dominer le monde. Or, quand vous entendez le discours de Donald Trump sur le Groenland, où il dit explicitement c'est fondamental pour la sécurité américaine, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, on a ce retour. C'est-à-dire, aussi bien Vladimir Poutine, qui est d'ailleurs celui qui a lancé, avec sa guerre d'agression en Ukraine, qui a brisé le tabou, qui a été à l'initiative de ce qu'on appelle maintenant des politiques désinhibées, Xi Jinping et maintenant Trump, c'est chacun, voilà. Poutine parle d'un monde russe, Xi Jinping d'un monde chinois et Donald Trump d'un monde américain, mais avec c'était un peu inattendu sans aucune honte. America First, ça veut dire deux choses. Ça veut dire à la fois l'Amérique d'abord, notre priorité, c'est les intérêts de l'Amérique, mais c'est aussi toujours conforter l'Amérique comme puissance mondiale, et avec cette idée qui est très forte depuis le début. Celle il emploie le mot dans son discours, de destinée manifeste, cette idée d'un exceptionnalisme américain, c'est-à-dire que les États-Unis, c'est pas un pays comme un autre, c'est un pays qui est porteur d'une mission, etc., etc., etc. Et son discours là-dessus était exemplaire. C'est, on fait rêver le monde. Et à commencer par les États-Unis. La nouvelle frontière, avant c'était le Far West, au 19e siècle. Ensuite, ça a été toute une partie des Amériques, les territoires arrachés au Royaume d'Espagne, les Philippines, etc. Et ensuite, ça a été, avec Kennedy, l'espace. Et ça va continuer avec Mars, désormais. Et Trump reprend ça avec Mars. Alors, c'est vrai que ça fait plus rêver que les polémiques autour de 4000 postes d'enseignants qu'il faut ou non maintenir. On est aussi dans le soft power, quand on s'exprime comme ça sur l'espace agrandi des États-Unis. Oui, parce que c'est ça la grande différence entre Poutine et Trump. Trump fait des menaces, il menace d'employer la force au Danemark, enfin, personne n'y croit. On y croit d'autant moins qu'ils l'ont déjà. C'est-à-dire la grande base, alors ça ne s'appelle plus Thulé, j'ai oublié, parce qu'ils leur donnaient un nom esquimau, mais la grande base de Thulé a toujours été, depuis la Seconde Guerre mondiale, une des principales bases de l'OTAN et des États-Unis pour le contrôle de l'Atlantique Nord. Donc ils sont déjà au Groenland. Donc simplement quand lui met ça sur la table, avec une volonté claire peut-être pas de conquérir le Groenland, mais de le mettre complètement encore plus dans la sphère américaine, c'est du soft power, parce qu'en réalité, c'est le pouvoir d'attraction de l'Amérique. Et c'est ça la grande différence avec Poutine. D'une certaine façon, on peut dire que Trump, c'est du Poutine high-tech en plus malin. Il ne fait pas la guerre. Il utilise la menace, histoire de lancer le débat, de débloquer des négociations. C'est un moyen de pression, mais surtout, il a la puissance américaine, c'est pas simplement les armes, c'est l'économie, c'est le dollar, c'est le droit américain, c'est l'innovation technologique, etc. Et c'est évidemment beaucoup plus attrayant à peu près pour tout le monde. Ça fait plus rêver que les coups de menton de Poutine ou que le totalitarisme high-tech de Xi Jinping. Le président des États-Unis est en train de mener une profonde consolidation impériale. Washington ne deviendrait pas la capitale d'une Amérique isolationniste, mais le centre rayonnant d'un grand espace. C'est ce qu'écrivait il y a quelques jours dans Le Monde Gilles Gressani, le directeur de la revue en ligne Le Grand Continent. La frontière s'ouvre du Panama à la planète Mars en passant par le Groenland. La géopolitique, comme vous le disiez Marc Semo, est de retour à la Maison-Blanche. Donald Trump pourrait-il user de la force pour satisfaire à ses attentes, lui qui avait annoncé pendant sa campagne vouloir terminer les guerres et non pas en ouvrir d'autres, à la différence de Joe Biden, selon lui. Si vous voulez, là-dessus, il a dit à raison que son premier mandat, il a été le seul président depuis au moins 25 ans, 30 ans, à ne pas avoir commencé une guerre pour les États-Unis, mais en même temps, il employait la force, beaucoup plus qu'Obama. Il employait Obama, après le bombardement avec les armes chimiques d'Assad en Syrie, à la Ghouta, alors qu'il avait dit que c'était la ligne rouge, qu'ils interviendraient, etc. Au dernier moment, s'est dérobé, laissant d'ailleurs François Hollande un peu tarlaqué, parce que les Français étaient tout à fait prêts à y aller. Il a refusé l'armée d'Ukraine. Trump, c'était le contraire. Dès qu'il arrive à la Maison-Blanche, il livre des armes à l'Ukraine.
notamment les javelines, les missiles anti-chars, qui ont été redoutables. Et par exemple, au Moyen-Orient, après qu'on ait détruit un drone, que les Iraniens aient détruit un drone très sophistiqué américain, ce qu'il n'a pas aimé, il n'y avait pas mort d'homme, il a quand même décidé l'assassinat ciblé de Qassem Soleimani, qui était le mythique chef de la force Al-Quds des gardiens de la Révolution. Donc, contrairement à ce qu'on a souvent dit, il n'a jamais été un isolationniste. C'est plutôt ce qu'on appelle un unilatéraliste, c'est-à-dire on agit en fonction de nos intérêts, d'abord de nos intérêts et par nous-mêmes, y compris si nos alliés traînent la patte ou veulent pas y aller. Je reviendrai dans un instant sur Trump et le Moyen-Orient, mais avant ça, je voudrais qu'on s'arrête avec vous sur les leviers de la puissance, justement, auxquels vous consacrez plusieurs questions dans le livre. Est-ce que ce sont toujours les mêmes depuis longtemps ou d'autres sont ajoutés ? Il y en a évidemment d'autres, notamment au niveau des nouvelles technologies, au niveau de l'intelligence artificielle, etc. Mais globalement, ça recoupe quand même, parce que c'est pas un hasard si un pays comme les États-Unis est à la fois la première puissance militaire et de loin. À elle seule, c'est 40% du budget des défenses dans le monde et de loin, son armée reste supérieure à toutes les autres. Mais c'est aussi les technologies. Et il y a une imbrication entre tout ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est dans un monde où effectivement les ressorts de la puissance, c'est bien sûr un territoire. Ce n'est pas que ça, parce qu'il y a des choses, par exemple... La démographie que vous rappelez également. Voilà, c'est la démographie, c'est la puissance économique, il y a tout ça, mais il y a évidemment aussi les nouvelles technologies, l'intelligence au sens large, et c'est là-dessus que justement les États-Unis sont attrayants, parce qu'ils font venir les meilleurs chercheurs du monde entier, et notamment les Français. C'est toujours le pays qui mêle le mieux le hard power et le soft power pour former ce smart power. Absolument. Ça reste un archétype. Parce que regardez, bon, la première élection de Trump, tout le monde avait ricané, c'était... catastrophé, c'était un peu ce qui s'était passé à l'époque de Reagan, avec la différence que Trump n'avait pas été Reagan. Reagan avait été un très grand président, Trump, le premier mandat, c'était quand même pas très brillant. Mais regardez ce second mandat. Tout le monde se positionne, je parle dans les pays occidentaux, et parmi les grands émergents, se positionne par rapport à Trump, par rapport à ce qu'il va dire et tout. C'est-à-dire l'Europe est à la fois le pays le continent, l'Union européenne, l'ensemble le plus inquiet. Je crois qu'il y en a à peine 20%. Qui sont tout à fait qui voient ça d'un bon œil, mais en revanche, dans plein de pays du monde émergent, à commencer par l'Inde, ils sont absolument ravis de l'arrivée de Trump, avec ce que ça implique de dynamisme, de dérégulation, de foncer dans le monde qui vient. Et tout ingénieur indien rêve de partir travailler aux États-Unis. Le drame, c'est qu'aussi, désormais, beaucoup d'ingénieurs français préfèrent aller s'installer dans la Silicon Valley. Donc ce pouvoir d'attraction des États-Unis est évident et c'est sa grande force par rapport à la Chine. Alors la Chine, là, avec DeepSeek, vient de marquer un point. On parle d'un moment Spoutnik pour les États-Unis. Est-ce que ça vous paraît un peu exagéré ? Il faudra voir. Vous savez, la Chine, on n'a pas arrêté de dire qu'elle allait dépasser les États-Unis, elle ne l'a jamais fait. La Chine, d'ailleurs j'en parle dans le livre, en termes de démographie, c'est un début d'effondrement démographique. Il faut encore moins d'enfants qu'à l'époque de l'enfant unique, qui était la politique qui avait été remise en question depuis. Qui avait été décidée par Mao Tse-tung, parce qu'on pensait qu'il y avait trop de Chinois pour les nourrir. Donc, le déclin démographique a continué, même si on a supprimé cette mesure. Et la Chine, dans 20 ans, elle est en hiver démographique. Elle n'a même plus assez d'hommes pour son armée. Donc, si vous voulez, dans cette logique-là, la Chine, comme disaient beaucoup de chercheurs qui, eux, étaient restés très perplexes, elle sera vieille avant d'être riche. Donc, oui, ça va être c'est une grande puissance, incontestablement la seconde puissance mondiale. Mais le temps ne joue pas pour elle. Mais elle est loin de dépasser les États-Unis et le temps ne joue pas pour elle parce qu'elle n'est pas dynamique. Si vous voulez, il faut avoir envie d'aller faire le chercheur en Chine. Si vous voulez, la quintessence de la Chine, ça avait été l'affaire du Covid. Cette idée qu'on puisse éradiquer le Covid, c'est un truc totalitaire. On n'y arriverait pas à éradiquer le Covid. Et là-dessus, justement, ce qui a beaucoup énervé Pékin, Taïwan a été un modèle. C'est-à-dire à la fois une mobilisation de toute la société pour aussitôt traiter les cas, etc., mais sans arriver à des trucs totalitaires. Et ça a montré qu'une démocratie avec des gens conscients est plus efficace par rapport à une pandémie comme le Covid que la Chine. Et le vaccin, qui est-ce qu'il a fait ?
trouvé, ça a été des chercheurs turco-allemands qui n'avaient pas réussi à se faire subventionner ni en France, ni en Allemagne, ni en Grande-Bretagne, qui ont été voir Trump, et Trump leur a dit banco avec 70 milliards. Voilà, c'est ça la force des États-Unis. Et Trump étant là-dessus, je ne sais pas si vous vous souvenez, le pire, il disait il faut boire de l'eau de Javel pour éviter le vaccin, il était pour l'hydrochloroquine. Donc voilà, mais c'est ça. Comme son nouveau ministre de la Santé par ailleurs. Voilà, mais c'est ça la force des États-Unis, et elle le reste. Comme c'est par ailleurs, dans un tout autre ordre d'idée, la force d'Israël. C'est-à-dire ces pays dynamiques, on prend des risques. Encore un mot sur la Chine. La prochaine guerre, c'est Taïwan. On parle de 2027. Il y a une question qui est consacrée à ce dossier-là. Extrêmement sensible. C'est possible, c'est plausible, c'est pas nécessairement probable, ça dépend. Non, ce qui est sûr, c'est que la Chine veut récupérer le contrôle de Taïwan. Mais toute la question est le comment. Et c'est là-dessus que tout se joue. Davantage un blocus qu'une invasion du territoire. Ça peut être un blocus, ça peut être des pressions par des partis en interne. Ils n'aiment pas les indépendantistes. Il y a l'autre parti qui est plus pro-chinois. C'est très compliqué. Mais c'est toute la différence entre Trump et Poutine. On en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, Trump fait des menaces, fait des pressions, et en même temps, il deal. Il a justement la force de ce pouvoir d'attraction des États-Unis. Poutine a laissé char. Si Poutine était resté à faire pression sur les Européens avec ses 200 000 hommes massés aux frontières ukrainiennes en 2022, probablement qu'il y aurait eu un compromis, probablement que les Européens, avec un lâche soulagement, se seraient réjouis d'une finlandisation de l'Ukraine. Il y avait beaucoup de voix à Paris, sans parler même de tous les cercles pro-russes qui sont nombreux en France, qui faisaient la finlandisation, pourquoi pas, c'est pas un drame, etc. Là, dans le chapitre, d'ailleurs, sur ce point-là, je me permets de vous arrêter, Marc Semo, vous mettez en garde contre la possibilité qu'on fasse de ce conflit en Ukraine un conflit gelé comme en Moldavie, comme en Géorgie. Pourquoi ce serait une mauvaise idée? Parce que les conflits gelés finissent toujours par se rallumer un jour ou l'autre. Et si vous voulez, l'exemple de la Corée, là-dessus est révélateur. La Corée, vous avez à la fois un conflit qui est gelé depuis 1953, avec une ligne de cessez-le-feu qui est devenue une frontière de fait, mais qui n'est pas une frontière reconnue. Il n'y a toujours pas de traité de paix. Donc d'un jour à l'autre, les deux Corées sont toujours en état de guerre, théoriquement. Donc d'un jour à l'autre, et on le voit maintenant avec la montée des tensions en Asie, le conflit peut reprendre. Et le plus angoissant d'ailleurs de la présence des soldats nord-coréens en Russie face aux Ukrainiens, c'est pas 10 000 hommes, même 15 000, ça change pas la donne, même si les Russes ont besoin d'hommes. En revanche, ce qui change la donne, dans le cadre de l'accord de partenariat stratégique qu'a fait Moscou avec Pyongyang, là, c'est ce qui leur donne en termes de technologie en échange. Et ça, ça peut totalement changer la donne et les rapports de force dans la péninsule coréenne, d'autant qu'en plus, l'armée nord-coréenne commence à acquérir l'expérience du combat qu'elle n'avait jamais eue depuis 1953. Et effectivement, comme vous le disiez, c'est la même question encore pire, vu les enjeux beaucoup plus chauds avec l'Iran. Donc il y a une forme d'imbrication et d'internationalisation des crises. Il y a une imbrication des trois grands conflits, c'est-à-dire l'Ukraine, le Moyen-Orient, pour faire simple, et effectivement l'Extrême-Orient asiatique. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que tout est possible, mais qu'a priori, pour le moment, on ne pense pas que Trump puisse accepter aucune forme de capitulation sur l'Ukraine, ne serait-ce que parce que les gens qui s'occupent de sa politique extérieure, à commencer par Marco Rubio et Mike Waltz, secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale, sont obsédés par le danger chinois et que c'est évident qu'une défaite humiliante en Ukraine ne pourrait qu'aiguiser encore un peu plus les appétits de Xi Jinping. C'est parce que Obama avait refusé de bombarder la Syrie, etc., que Poutine a pensé, à raison, à l'époque, que les États-Unis n'assumaient plus leurs responsabilités dans le monde et qu'il a annexé l'Ukraine. Une question est consacrée, Marc Semo, dans le livre. Il a annexé la Crimée, pas l'Ukraine. Et ensuite envahit l'Ukraine. Consacrée à l'Iran, donc dans le livre, l'Iran, une puissance déstabilisatrice. C'est une question. Dans quel état se trouve aujourd'hui la République islamique, puissance dont les proxys dans la région ont été affaiblis par les forces israéliennes ces 15 derniers mois et dont le tissu interne, par ailleurs, ne cesse de se fragiliser? L'Iran est nu. C'est-à-dire toute sa dissuasion, toute sa politique de dissuasion, en attendant qu'il se dote de l'arme nucléaire, c'était ses proxys. Et là, il n'y en a plus. Donc c'est d'ailleurs aussi pour ça que les gens qui disent que la guerre israélienne, après le 7 octobre, a été un échec ou n'a pas réussi à atteindre tous ses objectifs, c'est un peu risible.
parce que, effectivement, personne pense qu'il était possible d'éradiquer totalement le Hamas, y compris du point de vue militaire, mais c'est plus une menace. Mais ce qui est impressionnant, c'est que dans ces 15 mois de guerre terribles, avec des destructions absolument dévastatrices à Gaza, etc., la donne a totalement changé. C'est-à-dire le Hamas est aux abois militairement, le Hezbollah a été quand même très, 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 très considérablement affaibli au point qu'on a pu enfin avoir un président, un Premier ministre au Liban. Contre-coup de ça, le régime syrien s'est effondré. Bon, il ne reste plus que les Houthis qui sont quand même très, très loin. Donc ça, déjà, c'est un changement de donne stratégique majeur. Dans ce cas de figure, les mollahs au pouvoir, ils ont que deux choix. Ou, et c'est le débat qui est actuellement en Iran, ou on accélère le programme nucléaire et on franchit le pas, on le dit ouvertement, etc. C'est plutôt visiblement la thèse des gardiens de la Révolution. C'est la thèse des gardiens de la Révolution d'Ali Khamenei, et c'est le conflit ouvert avec les États-Unis et Israël. Ou au contraire, on négocie. Alors, le pouvoir iranien est très pragmatique. Le début des négociations sur le nucléaire iranien, ce qu'on oublie trop souvent, ça a été 2003, l'invasion de l'Irak. Ils ont eu très très peur après l'invasion de l'Irak, comme quoi parfois, voire souvent l'emploi de la force peut être très utile. Ils ont eu très très peur après l'invasion de l'Irak. Alors ils ont tout fait ensuite pour faire rater la paix en Irak. Mais en même temps, ils ont quand même commencé les discussions autour du nucléaire. Alors concernant Israël, maintenant vous revenez bien sûr sur les attaques du 7 octobre. Le conflit israélo-palestinien perturbe désormais le jeu international sans pour autant structurer d'alliance. C'est ce que rappelle Dorothée Schmidt de l'IFRI que vous citez dans le livre. Marc Semo, ce possible retour de la question palestinienne vous semble envisageable à court terme et si oui, sous quelle forme ? Pour le moment, c'est très compliqué à évaluer. Mais on peut imaginer qu'à Gaza, où déjà avant la guerre, il y avait des mouvements de protestation contre le surpouvoir, le régime absolument dictatorial et féroce du Hamas. La popularité du Hamas, vu le fiasco du post-7 octobre, n'est pas à son plus haut. Toute la question, c'est de savoir si Israël acceptera ce qui est un moment historique, une opportunité historique réelle, un leadership palestinien qui soit, pas démocratique, ça ne sera pas la Suède, mais qui soit, disons, qui le soit un minimum. Et, avec l'aide de puissances du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite. Avec l'aide de puissances du Golfe et l'Arabie Saoudite. Et si on arrive à ça, la donne change. C'est-à-dire il y aurait une entité palestinienne qui serait quand même à la fois rénovée à Ramallah et au pouvoir à Gaza. Ça permettrait la reconstruction de Gaza et surtout ça permettrait ce processus des accords d'Abraham et c'est quand même une des grandes leçons de cette guerre. Ça a été gelé pour d'évidentes raisons. L'Arabie Saoudite, MBS, Mohamed Ben Salman, le prince héritier, fait quand même très attention. Mais de fait, ce processus n'a pas été remis en cause. Et ce qui est quand même essentiel, ce qui montre à quel point le Moyen-Orient a changé. C'est-à-dire, il y avait plus de manifestations du genre du fleuve à la mer à Londres ou dans les facs américaines que dans tout le Moyen-Orient. Et ce n'est pas uniquement parce que le Moyen-Orient, ce n'est pas des démocraties et etc. Parce que les régimes ont toujours instrumentalisé la cause palestinienne. Donc c'est qu'il y a un vrai basculement là-dessus au niveau des opinions. Et donc la solution se trouve à Riyad, comme l'affirme aujourd'hui, cette semaine, l'Express, avec MBS à sa une. Il n'y a pas que l'Express qui l'affirme, c'est une évidence. En bonne partie à Riyad, vu les moyens, vu les liens. La Turquie s'est un peu cornérisée en faisant ce choix très radical. C'était quand même un soutien au Hamas beaucoup plus fort que ne l'a été le régime saoudien. Donc cette logique frère musulman cornérise un peu cette diplomatie qui se voudrait néo-ottomane de Recep Tayyip Erdogan. Mais en même temps, c'est l'autre grand protagoniste. Donc on en revient... Vous présentez la Turquie dans le livre comme une puissance opportuniste. Là, clairement, avec l'affaiblissement de l'Iran, la chute d'Assad, on est dans un moment d'opportunité pour elle, étendre son influence. Absolument. C'est ce qu'on voit en Syrie. HTS, donc le mouvement de Al-Shara qui a pris le pouvoir, était quand même lié à la Turquie, même si ce n'était pas ces affidés comme pouvaient l'être d'autres groupes que la Turquie employait contre les Kurdes. Ils ont des liens. La poche d'Idlib a survécu grâce aux liens avec la Turquie. Et le modèle, quelque part, de société ultra-conservatrice qui veut faire, tout en gardant un certain nombre de normes démocratiques, ressemble à bien des égards au régime, à ce qui est devenu de plus en plus la démocratie turque, avec les quelques 25 ans de pouvoir, 23, un peu plus de 20 ans de pouvoir de l'AKP, de Recep Tayyip Erdogan.
Est-ce que vous considérez plus largement que Donald Trump pourrait ou est déjà en train de donner les derniers coups de pioche sur le cercueil de l'ordre international qui est né après la Seconde Guerre mondiale? Je ne sais pas s'il veut détruire totalement cet ordre. Parce que favorable aux États-Unis, cet ordre. Cet ordre qui est créé en 1945 était favorable aux États-Unis. Donc ce que veut Donald Trump, c'est cet ordre encore plus favorable aux États-Unis. Et c'est la différence, par exemple, avec un Poutine qui, lui, veut vraiment le balayer parce qu'il le trouve trop favorable aux États-Unis, et celui d'autres pays, d'autres grands émergents, type l'Inde, qui disent « Ok, cet ordre est injuste, donc il faut le rééquilibrer pour que les pays émergents y aient toute leur place, mais il ne s'agit pas de le balayer. » Et c'est aussi en partie autrement, de façon beaucoup plus dure, ce que font les Chinois, qui à la fois développent des forums alternatifs, forums de Shanghai et autres pour l'Asie, tout en investissant massivement le système des Nations Unies. Ouvrir le jeu, c'est ouvrir également le Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'Inde, par exemple? Ça, c'est un peu le serpent de mer, parce qu'on dit que les Occidentaux sont crispés sur la privilège. C'est pas vrai. Les Occidentaux, au sein du Conseil de sécurité, depuis très longtemps, militent, dont la France au premier chef, pour un élargissement des membres permanents du Conseil de sécurité. Le problème, c'est comment? Parce que si vous dites, OK, on fait rentrer un Sud-Américain, logiquement, c'est le Brésil, pays continent. Bon, les Argentins sont hystériques. Idem pour l'Asie. Si vous voulez, l'idée que l'Inde devienne membre permanent du Conseil de sécurité, les Chinois sont vent debout. Pour l'Afrique, on prend qui? L'Afrique du Sud, le Nigeria. Donc, si vous voulez, il y a cette logique des rivalités régionales et des nouvelles puissances régionales qui fait que c'est paradoxalement encore plus compliqué. D'où le fait qu'on reste pour le moment dans le statu quo avec une seule chose que la France clairement a déjà dit, elle ne veut pas laisser son siège de membre permanent du Conseil de sécurité de l'Union européenne, et elle a raison, parce que compte tenu de l'absence de position commune sur les grands thèmes de politique étrangère de l'Union européenne, si c'était le cas, 9 fois sur 10, ce représentant de l'Union européenne s'abstiendra au Conseil de sécurité. On parlait tout à l'heure, Marc Semo, de l'axe Chine, Russie, Iran. Est-ce que, selon vous, la notion de Sud global que vous traitez dans le livre vous apparaît véritablement opératoire? Non. C'est un drapeau. C'est un drapeau qui peut être très attrayant. C'est un symbole. Mais dans les faits, on voit, alors elle le sera peut-être un jour. Alors, ça a remplacé l'expression de tiers-monde, que moi j'aimais bien, parce que dans l'expression de tiers-monde, il y avait une référence explicite qui était d'Alfred Sauvy, le démographe français, à la Révolution française, comme le tiers-État. Nous ne sommes rien, soyons tout. Et en même temps, l'hétérogénéité du tiers-État. Bon, on a préféré aujourd'hui le Sud global, donc ça reprend un peu en partie l'idéologie des alignés, mais ça reste extrêmement hétérogène. Et surtout, ça fait... vous y trouvez dedans à la fois un pays comme la Russie, donc qui veut totalement subvertir dans les BRICS, donc l'ordre mondial, un pays comme la Chine qui veut le subvertir, mais plus lentement, tout en conservant ses positions. Vous avez l'Inde, qui est une démocratie malgré tout, mais ça devient de plus en plus une démocratie ethnique et qui veut simplement être mieux représentée. Et qui a de bons rapports avec les États-Unis. Et qui a de bons rapports avec les États-Unis face à la menace chinoise. Donc en réalité, il y a une hétérogénéité telle que les BRICS, qui est un peu le drapeau du Sud global, de ce qu'on appelle le Sud global, c'est une notion quand même très floue, finalement, on n'arrive à rien. Ils ont tout juste réussi à faire une banque de développement qui n'a pas beaucoup de capitaux. Pour les câbles sous-marins, pour l'essentiel, ils dépendent toujours de ceux qui passent par les États-Unis, etc. Donc, pour le moment, c'est assez virtuel. Alors, d'une certaine façon, c'est un peu dans la logique des choses, parce que les BRICS naissent comme une espèce d'alternative au G7. Et le G7, ce n'était pas, contrairement à ce qu'imaginaient nombre de conspirationnistes, le gouvernement mondial. Le G7 se voulait dès le début, c'était Giscard d'Estaing qui avait lancé ça, un espèce de club où on échange sur l'état du monde, etc. Ce n'était pas un lieu où on prenait des décisions. Mais le problème d'ailleurs du G7, comme par ailleurs des BRICS, c'est celui d'une espèce de think-tankisation des relations internationales. C'est-à-dire les réunions entre chefs d'État, souvent ne servent pas à prendre des décisions, mais à donner des avis. Une dernière question, Marc Semo. On a beaucoup parlé des États-Unis, du Moyen-Orient, de la Chine et de l'Asie. Quelles conséquences pour l'Europe, ce jardin au milieu de la jungle, c'est l'expression de Joseph Borrell? L'Europe est la grande perdante de tout ce qui est en train de se passer maintenant. C'est-à-dire, d'abord, 2 des 3 guerres, les foyers de crise les plus graves sont sur ces lisières, à savoir l'Ukraine et le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est quand même limitrophe, et l'Ukraine aussi. Et c'est aussi un continent, enfin l'Union européenne, un projet qui avait très bien marché, qui s'était fondé sur la paix par la prospérité et sur la norme. Or là,
on est dans un système où on ne parle plus vraiment de paix. La prospérité de l'Europe est quand même menacée par ces guerres qui se déroulent à ses lisières, et le pouvoir de la norme disparaît de plus en plus dans un monde où, comme le dit crûment Trump, mais comme auparavant Vladimir Poutine et Xi Jinping, le droit de la force prime sur la force du droit. Et donc, pour l'Europe, c'est quand même, avec son ADN, c'est quand même extrêmement compliqué de prendre ça en cause. Et donc, alors là, on est en train d'un peu mieux de développer la défense européenne. On dit peut-être au sein de l'OTAN arriver à 3% chacun, etc. Voire 5, demande Trump. Voire 5, mais il a raison. Rappelez-vous simplement que pendant la guerre froide, c'était 6 à 8%, notamment pour la France qui avait aussi son arsenal, son arme nucléaire. Et à l'époque, la Russie, notamment dans la deuxième partie de la guerre froide, pas dans les années 50, la Russie de Brejnev, c'est une puissance de statu quo absolument paralysée, qui voulait surtout garder ce qu'elle avait, qui avait besoin de l'Occident parce qu'elle avait une économie en déroute, elle n'était pas menaçante. En revanche, la Russie de Poutine est de plus en plus clairement révisionniste, menaçante et revanchiste. Donc c'est un vrai danger. Donc ne serait-ce que ça devrait être le signal d'alarme pour les Européens, pour que justement ils consacrent plus à leur défense, mais ça implique beaucoup de choix. Et des choix difficiles, parce que ça veut dire qu'il faut trouver l'argent, et cet argent, ça veut dire effectivement consacrer des sommes qui sont pour le moment utilisées à d'autres choses. Merci beaucoup Marc Semo d'avoir été avec nous pour nous présenter votre dernier livre publié chez Talendier, La géopolitique, comprendre le monde de demain en 5 questions. Je le conseille vivement à nos lecteurs et à tous ceux qui s'intéressent à la marche du monde. À très bientôt sur Radio J.